Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons parler du sujet suivant. Pourquoi ne comprenez-vous pas toujours le comportement de votre chien? Eh bien, peut-être est-il tout simplement hypothyroïdien. CAI Astrid Matran, bonjour. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Cécile, donc éducatrice et comportementaliste canin, sur la commune d'Ossegor, donc entreprise Assen d'outils, avec laquelle nous allons échanger à ce sujet, car propriétaire bien entendu donc d'une chienne hypothyroïdienne, et tu accompagnes bien entendu aussi des propriétaires qui sont dans ces situations qui peuvent être parfois difficiles. Alors comment ça se passe? Donc dans un premier temps, en fait, eh bien, nous allons vous donner quelques données du point de vue physiologique sur quels sont les symptômes, qu'est-ce qu'on peut observer en fait chez un chien hypothyroïdien. Donc bien entendu, nous ne sommes pas vétérinaires. Ces informations sont extraites donc donc la docteure vétérinaire Valérie Dramar, donc qui est basée sur Lyon, qui est la référence nationale, c'est ça, sur le sujet donc de l'hypothyroïdie. Donc je vous conseille vivement de lire ce bouquin qui est très bien illustré pour une vingtaine d'euros, très bien expliqué, avec voilà, donc quelque chose de très vulgarisé, donc compréhensible par tout le monde, pour donner tout plein d'informations à ce sujet. Alors, sur les éléments essentiels en fait qu'il faudra retenir, donc là, il faut vraiment considérer que la glande thyroïde en fait est absolument indispensable au bon fonctionnement donc de l'organisme. Et vraiment, on est sur une approche systémique, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ensemble du corps qui va être touché par cette hypothyroïdie, donc manque. Donc quand on dit hypo, c'est produire pas assez, aussi bien les cellules, les tissus, etc., etc., qui vont être impactés vraiment par cette difficulté métabolique où tout est un petit peu au ralenti. Alors, si on doit donner deux termes en fait médicaux, eh bien pourquoi? Alors d'une part, ça va interférer en fait sur la fabrication de molécules sur l'ensemble du corps, la multiplication de cellules, ce qu'on appelle l'anabolisme, et le côté opposé, à savoir la dégradation de molécules, la mort cellulaire qu'on va appeler catabolisme. Donc, autant vous dire qu'il y a pléthore de symptômes, clairement, et puis ça va dépendre, comme la docteure Valérie Dramar explique bien, aussi l'environnement dans lequel évolue un animal. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui n'est pas facile à diagnostiquer, et d'autant plus que c'est, pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que c'est la première maladie hormonale chez le chien, donc ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui sont touchés par ça, et vu la diversité en fait donc des symptômes qui existent, pour vous n'en citer que quelques-uns. Alors par exemple, eh bien, on va avoir vu que tout est au ralenti, c'est-à-dire que tout le système donc, de tissu, musculaire, etc. va être touché. Par exemple, au niveau pulmonaire, on va avoir des muscles respiratoires qui vont présenter une perte d'efficacité, c'est-à-dire que le chien va devoir compenser, donc il va récupérer plus difficilement à l'effort, il va avoir des problèmes en termes de... il va allaiter, etc. Alors même si ce sont des jeunes chiens, on pourra avoir l'impression qu'ils se comportent un petit peu comme des chiens plus âgés. Au niveau thermorégulation, eh bien c'est comme si leur thermostat était cassé, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir frileux. Voilà, avoir un chien qui a froid alors qu'il fait 25 ou 30 degrés, ce qui peut paraître vraiment très surprenant. Il peut y avoir des troubles digestifs aussi, puisqu'on a une activité musculaire qui va être aussi impactée. Alors vu qu'au niveau, on ne digère pas bien, on peut avoir des maux d'estomac. Et puis on a toujours ce côté un peu on-off, où on peut avoir un côté très boulimique en fait, glouton, au niveau de difficulté de régulation au niveau de l'eau, de boisson. On peut avoir des chiens qui vont être potomanes, qui vont boire beaucoup, d'autres qui vont pas boire assez. Le sommeil, pareil, soit on peut être dans l'hypersomnie, des chiens qui vont dormir toute la journée, ou d'autres au contraire qui sont tellement dans l'hypervigilance, eh bien, qu'ils vont pas assez dormir. Donc rappelons que le sommeil est très important aussi, ne serait-ce qu'à titre humain. Donc si on doit faire un parallèle, donc imaginez bien les répercussions que ça peut avoir globalement chez le chien. Au niveau de la peau aussi, donc vu qu'on a une immunité qui est plus faible, les tissus sont beaucoup plus fins, donc ça veut dire qu'on va avoir des animaux qui peuvent avoir des infections cutanées, avec parfois ce qu'on appelle des hotspots, donc des zones rouges en fait, où le chien peut se gratter de façon abondante, ça peut lui donner des infections de peau, et vu qu'il cicatrise pas bien, il peut avoir des problèmes aussi donc d'infections cutanées, une certaine sensibilité au contact, des poils pas comme les autres, des poils un peu drus, localisés sur certaines zones. Et puis, alors, on parlait de tout ce qui était musculaire et articulaire, on parle des troubles, des animaux qui vont avoir un développement qui va être plus faible, une tonicité musculaire qui va être diminuée, donnant lieu parfois à des boiteries, à des douleurs articulaires.
Les troubles oculaires peuvent exister aussi, troubles de la reproduction, et un des points qui va être vraiment, qui va faire écho en fait à ce que Cécile va nous expliquer, les troubles nerveux, puisqu'il faut bien savoir que les hormones en fait ont vraiment un rôle de régulation très important, notamment sur la fabrication de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Donc au niveau du cerveau, ça va avoir des répercussions. Alors pour vous donner pour ne citer que quatre en fait, de ces neurotransmetteurs qui sont très importants, la noradrénaline, donc qui va avoir un impact sur la vigilance, l'attention, la sérotonine sur l'autocontrôle, le détachement, la dopamine sur tout ce qui concerne l'apprentissage, la prolactine, la protection des ressources. Donc c'est pour vous dire un petit peu tout le répertoire comportemental aussi qui va être impacté au vu de ces répercussions physiologiques. Donc il y a des solutions qui existent, on vous en parlera un peu plus tard, mais voilà, donc c'est une des raisons pour laquelle c'est difficile à diagnostiquer, parce que comme vous pouvez voir, il y a plein de symptômes, ne serait-ce que physiologiquement, qui peuvent être complètement différents, avec des animaux qui peuvent être vraiment en on-off, on ne comprend pas ce qui se passe, on s'interpelle, etc. Alors, au vu de tout ça, avec ton retour d'expérience en tant que propriétaire d'une chaîne hypothyroïdienne, est-ce que tu as des exemples concrets à donner par rapport au niveau comportemental, toutes les attitudes inadaptées, surprenantes, les propriétaires font face, ils disent « je ne comprends pas pourquoi mon chien il est phobique, pourquoi ceci ?» Pourquoi cela ? Merci Astrid de me donner la parole. Moi, je suis donc comportementaliste canin depuis 10 ans bientôt sur Hossegor et j'avais vaguement entendu parler de l'hypothyroïdie chez le chien jusqu'à ce que j'adopte moi-même une chienne de 8 ans hypothyroïdienne, diagnostiquée. Elle était dans une autre famille avant moi et ces humaines avec qui elle vivait ont vu 7 comportementalistes pour régler des problèmes de comportement, d'agressivité en grande partie. C'est-à-dire que cette chienne s'est battue avec tous les chiens qu'elle a rencontrés dans sa vie. Elle était aussi en grande difficulté dans ses interactions avec les humains. Et puis plein d'autres petites choses qui auraient pu éveiller l'attention sur cette pathologie, d'autres petits symptômes dont j'y reviendrai plus tard. Au bout du 6e comportementaliste qu'elles ont vu, cette personne leur a parlé de l'hypothyroïdie. Elles ont donc fait une prise de sang sur cette chienne qui a été sans équivoque. Elle était en extrême hypo. Les hypos aussi, en fonction de la dose d'hormones que la thyroïde est capable de fournir, il y a des hypos qui sont plus importantes que d'autres et donc avec des symptômes qui sont plus marqués, plus envahissants pour le chien et pour sa famille, bien entendu. Donc cette chienne était en extrême hyper, elle a été donc mise sous Fortiron, c'est le lévothyrox des chiens. Malheureusement, c'était pas correctement dosé et donc elle était passée en hyper, très importante. Quand moi je l'ai adoptée, elle était sous Fortiron et beaucoup trop dosée. Et donc elle avait également de grosses problématiques de comportement. J'ai décidé de nous faire accompagner par le docteur Valérie Dramar pour réguler cette problématique de thyroïde en mettant en place un traitement adapté, avec un dosage adapté. Et en parallèle du traitement qui lui a fait du bien, qui l'a apaisé, on a fait la rééducation comportementale parce que souvent l'un ne suffit pas, il faut les deux. C'est-à-dire que si on fait qu'une rééducation sur un chien qui a des problématiques de thyroïde, on n'arrivera pas à apaiser en profondeur les problèmes du chien. Et si on met que en place un traitement, une fois que les comportements sont ancrés chez le chien, souvent il a besoin d'une rééducation pour réussir à progresser dans ses difficultés et dans sa façon dont il a appris à vivre. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rétablir une certaine homéostasie, un certain équilibre, et puis comme disait... De façon globale. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, tant que physiologiquement, il n'y a pas un équilibre qui est retrouvé, il peut pas être dans une capacité d'apprentissage, comme on le voyait quand on l'écoutait tout à l'heure. Il peut pas être concentré sur son environnement extérieur, parce que dans son corps, tous les voyants vont pas bien, en fait. Ouais. Une grande partie d'entre eux. Oui, et puis comme tu le disais par rapport aux hormones, il y a une réelle incapacité physique à progresser en termes de comportement lié au dérèglement hormonal de toute manière.
Et d'ailleurs, c'est ce que je vois sur le terrain dans mes accompagnements, j'en reparlerai aussi après. Donc cette chienne, après avoir réussi à trouver un dosage Combien de temps il t'a fallu pour la stabiliser, je pense que j'ai mis à peu près 4 mois à faire D'accord. évoluer le traitement, enlever des molécules, rajouter des molécules, augmenter, diminuer. Je pense que j'ai mis au moins 4 mois avec des rendez-vous réguliers avec le docteur Dramar Avec pour beaucoup trouver... d'observations, Oui, beaucoup en fait, d'essais de dosage oui, pour se en fait, rapprocher. il y Un a peu comme les des... humains, il faut trouver vraiment sur chacun ce qui correspond, quoi. Il y a des grilles à remplir au quotidien sur plein d'axes et de facteurs différents pour appréhender au plus juste les évolutions, aussi bien en termes de symptômes physiques que émotionnels que comportementaux, et pour pouvoir progresser sur l'évolution du traitement pour arriver au bon dosage. Donc en fait, ouais, il y a des grilles au quotidien avec des codes couleurs pour s'y retrouver plus facilement. C'est très précis, très technique, très lourd, mais totalement indispensable pour aider son chien à progresser À la dans fois, ses voilà, c'est difficultés. vraiment un temps qui est nécessaire pour que Indispensable. est indispensable, et puis en Indispensable. termes de qualité de vie pour l'animal, et aussi Oui, pour ses propriétaires, oui, pour retrouver un mode de fonctionnement qui se rapproche le plus possible d'une oui, normalité oui. physiologique. Et du coup, ça, va comme tu ça réduit déjà, ça permet d'atténuer déjà des comportements qui sont Oui, dans l'hypervigilance ou oui, dans ça permet d'atténuer certains comportements et ça donne la capacité d'être dans la capacité d'évoluer d'apprentissage. et d'apprendre. Oui, Ouais. bien sûr. Moi, quand j'ai adopté Satie, mon objectif, c'était de faire en sorte qu'elle puisse euh, au minimum apprécier sa vie ou au moins vivre sans être dans cette difficulté quotidienne insupportable, quoi. Moi, je l'ai adoptée, elle avait 8 ans et c'était 8 ans de... Malgré qu'elle était avec une famille avant moi, ultra bienveillante, ultra vigilante, Qui faisaient le qui ont tout fait. maximum de Elles ont tout ce tout qu'ils ont fait, pu. tout Et fait, parce que tout fait. bien souvent, comme explique Elles ont Cécile, tout en fait. fait, c'est que il y a tellement, c'est tellement, tant que le diagnostic n'est pas posé et le traitement mis en place, ce sont des chiens qui finissent pas mal sous psychotropes, avec Ouais, malheureusement. multiples Ouais, éducateurs canins, et ouais, puis avec des échecs, pardon pour le terme, mais c'est une sensation de découragement ouais, aussi, de pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, on est ouais, perdu, on arrive à des ouais, solutions oui. parfois. Elles ont tout donné, elles étaient épuisées. Et malgré le diagnostic, le traitement était mal dosé, parce que, comme on vient de le dire, c'est lourd et complexe de bien doser un traitement. D'autant que, je fais une petite parenthèse, mais la quantité de sécrétion hormonale d'une thyroïde défaillante, elle est impactée aussi par énormément d'éléments environnementaux, Bien sûr. du stress, du froid, de l'humidité. Et en fait, un dosage de thyroïde, il est très complexe parce que il devrait être amené à être rééquilibré quasiment au quotidien. Wow. Ce qui n'est pas possible en fait. Non, 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 non. Donc en fait souvent on adapte avec par exemple entre l'été où il fait très chaud et l'hiver. L'hiver il y a un peu plus de symptômes souvent. Donc on augmente peut-être un petit peu une des molécules du traitement. Pareil avec l'humidité ou une forte dose de stress si on est amené je sais pas, faire un déménagement, un truc qui est sur la durée un peu long, un peu lourd, un peu potentiellement ça peut impacter à nouveau la thyroïde. Oui, donc la saisonnalité aussi, voilà, est Tout, amenée en à fait, revoir tout, tout. finalement. Donc le dosage est vraiment complexe et c'est pour ça que moi aujourd'hui je travaille systématiquement avec le docteur Dramar quand j'accompagne des chiens hypothyroïdiens et quand elle fait des rendez-vous avec la famille du chien, régulièrement je suis conviée au rendez-vous pour avoir aussi le retour de mon expertise du terrain en termes de comportement, l'évolution, etc. Alors, et on travaille bien tous ensemble. par exemple, bon, moi je viens avec un chien, voilà, et quels sont, en tant que comportementaliste, quels sont pour toi les signes qui vont te donner la puce à l'oreille de suspicion de ça serait bien de le faire tester, Ouais, voilà, pareil, ouais. même si c'est difficile parce qu'on peut pas faire une liste exhaustive, mais néanmoins si tu devais donner par exemple je sais pas 5 ou 8 critères de Ouais. ah oui peut-être que ça serait bien de selon toi, de ton retour d'expérience, hein. En fait, en général, le jour du bilan, je commence tous mes accompagnements par un bilan comportemental de 2h30 avec le diagnostic et la théorie. En règle générale, le jour du bilan, dans mon compte-rendu, j'ai noté dans un petit coin hypo, point d'interrogation. Le jour du bilan, souvent, sur les chiens qui s'avèrent être hypo,
il y a quelque chose qui m'a questionnée. Alors quoi? Alors voilà, quoi? Alors c'est là Pour où écrire Hippo sur le petit carnet. c'est là où du coup c'est extrêmement vaste effectivement. Ça va être le retour d'expérience des humains. Ça va être des problématiques de comportement. Quand je creuse sur des problématiques de comportement, je comprends systématiquement, quasiment systématiquement, parce qu'on peut pas être toujours à 100%, d'où ça vient. Sur les questions, les problématiques de comportement où je questionne, et je ne comprends pas d'où c'est né, là, je me dis potentiellement, il peut y avoir une hypo. Mais je ne m'arrête pas à un élément qui me questionne. Non. Donc, par exemple, le dernier... Non, pas le dernier. Un chien que j'ai accompagné en hypo dernièrement. Il sautait sur ses humains, beaucoup. Bon, il y a plein de chiens qui font ça, jusque-là, rien d'étonnant. Et il les griffait et il les mordait jusqu'au sang. D'excitation, de joie de vivre. Hein. C'était un berger blanc suisse de 8 mois. Quand je détricote, souvent, je me rends compte que c'est les gens qui ont amené ce comportement progressivement, qui ont amené, sans s'en rendre compte, le chien à mettre en place ce genre de comportement. On en parlait juste avant en off sur un autre cas de chien, et c'était le même cheminement, tu vois. Et donc là, en questionnant, je me rends compte que c'est pas si vrai dans leur cas. C'est pas aussi flagrant que ça vienne d'eux. C'est possible, mais c'est pas si flagrant que ça. Et puis, je trouve que ce chien a un poil très étonnant par rapport à sa race et son âge. Je trouve qu'il a un poil très mousseux, très piquant, très proche du sanglier, quand on va dire, que du berger alors suisse. pas autant mais pas normal pour moi. Le jour du bilan, je dis au propriétaire, il a toujours eu ce poil. Bah oui, pourquoi? Je dis parce que pour moi, c'est pas le poil d'un berger blanc suisse de 8 mois. Ils me disent, ah bon, bah non, nous on trouve pas et tout. Bon. On n'a pas remarqué tout ça. Bon. Donc le poil, le comportement comme ça un peu explosif, exagéré, qui pour moi n'est pas 100% du fait des humains. D'accord? La plupart du temps, c'est les humains sans se rendre compte qui mettent ce comportement-là chez le chien. Et quoi d'autre? Une hypersensibilité au contact. On le touche, il sursaute. Il y a beaucoup de chiens en hypo comme ça qui ont une hypersensibilité au contact. Donc ça soit la longe, ça soit la main, que ça soit le collier et tout, quoi. Dès qu'on rentre en contact, que ça soit le tissu en lui-même ou bien la simple main. Oui, pareil en séance de pratique, quand un chien en longe est frôlé par sa longe et sursaute, quand il sursaute au moindre contact d'une mouche, d'une herbe, de tout ça, j'ouvre une petite... tiens, peut-être Oui, je suis attentive à ça. Je dis pas que c'est une hypo, d'accord? Mais le multifactoriel, exactement. le côté en fait, ça, plus ça, en fait, peut-être c'est ça. C'est que quand ça se cumule, au bout d'un moment, je me dis c'est fort probable. Donc en fait, souvent, j'en parle pas du tout au bilan parce que je ne veux pas que les gens se disent les difficultés de comportement qu'on a avec notre chien, c'est lié à une pathologie et qui ne travaille pas sur le comportement. Ouais. Donc en règle générale, sauf si c'est 100% flagrant, je leur fais pas perdre du temps bien sûr, mais en règle générale, j'attends de confirmer un peu mon hypothèse avec les séances de pratique. Et si au bout de la deuxième séance de pratique, avec des humains qui appliquent bien les recommandations, les protocoles, etc., ça persiste, et qu'il n'y a pas d'évolution, ou une évolution minime par rapport à ce qu'il devrait y avoir, là oui, je leur demande d'aller investiguer, je leur explique et je leur demande d'aller investiguer cette piste-là. Ça peut être aussi des chiens qui n'arrivent pas à se poser, par exemple, qui sont dans une dynamique des chiens qui bougent tout le temps, qui sont très anxieux, très énergiques, des chiens qui sont... une réactivité congénère peut être liée à ça. Satie, quand je l'ai adoptée, elle se battait avec tous les chiens qu'elle rencontrait et elle se battait tous les jours avec les chiens de sa propre famille. Elle vivait en cage à tour de rôle, sortie à tour de rôle avec l'autre chienne de la famille parce qu'elle se serait... pas en capacité de se gérer dans un environnement, quoi. C'est ça en fait. Non. Donc très très compliqué. Et par exemple, Satie aussi dans les symptômes, elle se blessait tout le temps. Elle est remplie de cicatrices avec ses bagarres qu'elle a eues avec les autres chiens et avec ses blessures. Elle se blessait
À chaque sortie, en fait, elle est capable de traverser un roncier où il n'y a pas de passage et de ressortir lacérée Et puis de sang. cicatrise pas hyper bien si j'ai... Voilà, c'est a Et alors priori, aussi, il y a le au problème niveau après immunitaire. de... Voilà, j'en parlerai après, mais quand j'ai adopté Satie, j'ai pris conscience de ce que c'était que l'hypothyroïdie. Je me suis renseignée, documentée, et c'est là que j'ai pris conscience que mon premier chien était également hypothyroïdien. Et en l'occurrence, lui, on est passé par une blessure qui a mis un temps infini à guérir, des mois et des mois et des mois et des mois de soins pour ce qui était au départ un petit accro, quoi, pas grand-chose. Euh, Est-ce qu'elle faisait l'anxiété de séparation aussi? Parce qu'il peut y avoir en effet des chiens, si j'ai bien compris, qui sont dans cette intensité-là. ouais. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, tous les symptômes de l'hypothyroïdie peuvent être repérés chez les chiens sans hypo. Oui, bien Un sûr. chien qui fait de l'anxiété de séparation, ça arrive beaucoup pour plein de Bien sûr, raisons, bien sûr, bien sûr. et c'est pas forcément lié à l'hypo. Mais oui, une anxiété de séparation, ça peut aussi être un des symptômes de l'hypo, un hyperattachement. Satie, dans ses symptômes aussi, elle a une perte de poils excessive, c'est-à-dire qu'elle est en mue permanente toute l'année. Elle a aussi une pousse des griffes qui est complètement démesurée. Je suis obligée de couper tous les mois parce que C'est version loup-garou. ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça doit la fatiguer en Griffes plus, et hein. poils, c'est sans cesse, quoi. Donc ça peut faire partie des symptômes aussi. Il y a des animaux qui peuvent être, qui ont des peurs complètement, comment dire, des phobies un peu inexpliquées, entre guillemets, ou soudaines, très intenses. Oui, et aussi des comportements un peu compulsifs, complètement Oui. inexplicables, qui finissent par être un peu similaires à des tocs Des chez tocs. les humains. Ouais, Ouais. Comme la potomanie, comme on disait tout à l'heure, un chien qui va boire, 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 ouais, boire, ouais, ouais, qui va se mettre ouais, à voler ouais. des sous-vêtements ou des Oui, choses, un comportement des qui est cailloux, des choses très étranges. et un comportement qui est étonnant et qui n'est pas appris. C'est-à-dire qu'encore une fois, la plupart du temps, c'est nous les humains qui apprenons à notre chien à faire ça sans nous en rendre compte. C'est-à-dire qu'on peut très bien apprendre sans nous en rendre compte à notre chien à tous les jours prendre un truc à nous. Ok. Ça, si vous écoutez le précédent podcast qu'on a fait ensemble à Castrid, on a Sur la théorie d'apprentissage, ouais. C'est très d'apprentissage. intéressant d'ailleurs. Ouais. Vous comprendrez pourquoi régulièrement des comportements qui sont mis en place de façon quotidienne sont souvent induits par nous, en fait, les humains, vraiment sans qu'on s'en rende compte du tout et sans que ce soit conscient voilà. Et donc ça, moi, j'ai la capacité de le savoir en questionnant les humains. Bien sûr, oui, c'est vraiment s'il n'y a pas de cause Exactement. Et si liée c'est... enfin, liée à du conditionnement Oui, particulier oui, vis-à-vis des humains et que c'est survenu d'un coup sans changement d'environnement, sans explication notable, oui. là, Là, on peut se questionner sur l'hypo. Mon précédent chien, par exemple, j'ai fait mon école de... Quand j'ai été faire mon BP d'éducateur canin, on a été un an à l'école, un an avec nos chiens. Et quand on était en cours théorique, en cours pratique, pardon, sur le terrain de travail avec nos profs, à plusieurs reprises, j'ai des profs qui m'ont fait un retour comme quoi mon chien, j'avais dû l'éduquer trop à la dure parce qu'il était hyper anxieux. Et alors, j'étais pas compétente pour l'éduquer en 100% positif comme je travaille aujourd'hui. Donc, effectivement, j'ai mis en place des méthodes d'éducation qui me semblent complètement d'un autre temps maintenant, mais à l'époque, je n'avais conscience que de ça, comme beaucoup d'humains peuvent le penser encore aujourd'hui par méconnaissance, bien sûr. comme on doit être le chef de meute, ce genre de choses, remettre le chien un peu à sa Parce que place et tout. l'éthologie aujourd'hui nous apprend que non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Voilà, l'éthologie, les neurosciences, enfin énormément de choses nous Bien sûr. apprennent qu'on peut faire de façon beaucoup plus confortable et pour le chien et pour nous, et que le résultat est même meilleur. Oh, bien sûr. Et c'est ce que je vois maintenant depuis 10 ans sur le terrain. Mais à l'époque, je n'avais pas ces connaissances-là, donc j'ai fait comme beaucoup. Mais j'éduquais quand même mon chien de façon extrêmement bienveillante et pas maltraitante, même si j'aurais maintenant avec le recul dosé certaines choses de façon plus positive. Euh, et donc j'étais très contrariée que certains profs pensent ça de moi, mais et eux ils lisaient un chien extrêmement anxieux, extrêmement excité. Dans certains exercices, on devait échanger nos chiens pour qu'on travaille avec un autre chien que le Oui. nôtre. C'était impossible pour Aken de travailler avec quelqu'un d'autre que moi. On avait une relation extrêmement exclusive. Il ne voulait pas être touché par quelqu'un d'autre que moi. Et sur le terrain de travail, par exemple, si ça n'était pas tondu, s'il y avait quelques herbes hautes,
C'était impossible de travailler parce que dès que ça le touchait, il faisait un sursaut à droite, un sursaut à gauche, et il était dans une hypersensibilité au contact qui était compliqué à vivre pour lui. À l'époque, je n'avais aucune connaissance de l'hypothyroïdie chez le chien, et donc j'étais clairement en incapacité de repérer les symptômes. Je pensais Oui. avoir un chien hypersensible. Et puis la fatigabilité du coup, parce qu'en fait le soir c'est des chiens qui sont tellement fatigués Bah, parce que tellement envahi tout est par le tellement quotidien. tout est Oui, tellement trop, oui, oui, trop oui. tout. Et ils n'ont pas la capacité de gérer et de progresser C'est ça. sur leurs difficultés. Donc oui, le soir, Ils ils peuvent sont... être grognons, ils peuvent être sur des protections de ressources par exemple plus fortes, des choses comme Bien ça. sûr, bien sûr. Moi, c'est pas le cas des deux miens, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait retrouver, oui, des changements Comme d'émotions. s'ils switchaient d'un coup quoi. Oui, oui, Ouais ouais. bien sûr, c'est un espèce de trop-plein. Mais nous, quand on a adopté Satie, en fait, régulièrement, on la regarde, on tourne la tête, on la re-regarde, et là, on n'a plus le même chien. Ça y est, elle a Physiquement, changé de masque. physiquement, je parle. Ouais 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 C'était ouais. hallucinant à quel point physiquement elle switchait. Et mon mari me dit, attention, elle a sa tête de folle, ça va déraper. Et elle était vraiment, les yeux les plus les mêmes, sa forme de tête. Bon, encore une fois, Satie, on revient sur un cas Un extrêmement hyper hypo, lourd. voilà, enfin vraiment Extrêmement très lourd. lourd en hypo. Dans tous les chiens que j'ai eu à accompagner maintenant en hypothyroïdie depuis que je fais ce métier, et il y en a eu quelques-uns, je n'ai jamais été confrontée à un cas aussi lourd que Satie. Oui. Satie, j'ai mis 2 ans de rééducation, hein, en plus du traitement. Hein, donc vraiment extrêmement lourd. Et encore une fois, la famille qu'elle avait avant, ils ont tout fait. La plupart du temps, ces familles-là, ils s'en sortent. Hein. Ils n'ont pas besoin de faire adopter leur Là, chien. c'était juste parce qu'il manquait voilà, vraiment un dosage parfaitement Alors, adapté. le dosage, et surtout que Satie, elle était enfermée dans un truc tellement violent depuis 8 ans. Hein. Je l'ai adoptée, elle avait 8 ans. Hein. Oui. Donc, il a fallu déconstruire et reconstruire une quantité de schémas pas possible. Et puis, elle était vraiment dans un dérèglement hormonal hyper important. Donc, Mais avec un dépassé excellent partout. un accompagnement à la fois vétérinaire et à la fois par un bon comportementaliste, puisque les deux sont nécessaires, bien entendu. Obligatoire. Et bien Obligatoire. on peut, et Oui, voilà, beaucoup oui, de motivation. oui. Elle a ainsi fait la plasticité cérébrale de l'animal qui fait que, quel que soit l'âge, il y Oui, a quand même une grande marge de on progression. peut y arriver. Oui. Voilà. On garde un chien, c'est-à-dire que moi, Satie, maintenant, elle vient en séance de pratique avec moi, elle est en libre, elle est OK congénère, OK humain, OK plein de trucs, elle a réussi à apprendre plein de choses. Pour autant, elle a des limites que je ne pousse jamais. En extérieur, on se Oui. balade, à un moment donné, elle s'arrête, je vois que ça commence à être difficile pour elle. Je rebrousse chemin, je respecte sa capacité parce que ça restera une chienne avec une sensibilité, des difficultés malgré le traitement et Bien tout sûr. ça. Mais aujourd'hui, elle a une vie que je l'espère être confortable. Elle a des interactions congénères, elle a des interactions avec les humains, elle dort correctement, elle mange bien, elle est baladée en libre. Voilà, Satie, j'ai mis 2 ans de longe avant de la lâcher. Hein. Et même en longe, au début, elle a réussi à se blesser. Alors Et donc, après, voilà, c'est vraiment un cas extrême, entre guillemets, on est vraiment mais ouais, sur un cas très en lourd. quelques mois, en tout cas, entre voilà, un bon dosage trouvé par la vétérinaire avec observation, etc. Puis déjà, ça a permis, si j'ai bien compris, de régler déjà une bonne partie Oui, une bonne partie des problèmes. Et oui, puis après, en effet, quand l'animal est plus en capacité, moins fatigué, entre oui. guillemets, parce que il faut lui laisser ce temps, c'est ça, de repos aussi, Alors, entre au guillemets. début de la mise en route du traitement, souvent les gens avant, ils ont essayé plein de trucs, avec des pros ou pas. Et en fait, ils ont encore plus paumé leur chien sur une espèce de truc pas toujours stable, un peu illogique pour le chien. Ils essayent une méthode, ça marche pas, ils essayent une autre, donc on perd un peu encore plus Et le parfois, chien. certains, on passe par des changements de régime alimentaire drastiques. Oui, Hein, aussi, pour, donc voilà, il y a aussi. pléthore de tests qui sont faits parfois avant. Voilà, donc souvent, quand on met en place Alors, le... comment ça se passe? Par exemple, toi, bon, on fait un bilan comportemental ensemble, tu Oui, as un doute, oui. qu'est-ce que tu vas me dire en tant que propriétaire de chien? Alors, donc déjà, encore une fois, je le dis pas tout de suite. J'attends la Bon, première ou la deuxième voilà. séance de pratique Une pour fois être que plus tu as sûre. testé, Voilà. que tu as vu que c'était pas inhérent au Quand pour comportement, au moi, conditionnement, il est très fort probable qu'il y ait une problématique de thyroïde, je demande aux gens d'aller remplir la grille Hippolyte. La voilà. grille Qui Hippolyte, est gratuite, elle est rappelons-le, gratuite sur directement sur le Internet. site du docteur vétérinaire, donc Ouais, vous tapez Prava. grille Hippolyte sur Internet et vous tombez tout de suite dessus. C'est des questions auxquelles il faut répondre, diverses et variées. Euh,
On y répond avec toute la subjectivité qu'on a, parce que bien entendu, c'est notre retour d'expérience, mais ça donne quand même une idée. À la fin de la grille Hippolyte, il y a un score qui est donné, et en fonction du score, on vous dira si il est très peu probable que votre chien soit hypothyroïdien, s'il est probable ou s'il est très probable. Je crois qu'il y a 5 trucs. Il y a très peu probable, probable, très... Bon, vous m'avez compris. Si il s'avère qu'à la fin de la grille Hippolyte, il est très probable que votre chien soit en hypo, là, à ce moment-là, je demande aux gens d'aller faire une prise de sang chez leur vétérinaire traitant. Et avec les résultats de la prise de sang, je demande du coup TSH, T4, T4 libre, cortisol, voilà, tout un petit dosage. Le panel complet au niveau biologique. Oui, quitte à faire une prise de sang, il faut tout tester, pas que la T4. Les informations les plus précises. Et avec le résultat de la prise de sang, je demande aux gens d'aller consulter le docteur Dramar pour être accompagnés. Donc ça se fait en visio, hein. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Lyon, puisqu'elle a une patientèle qui, voilà, au-delà des frontières. Heureusement qu'elle nous permet ça, parce que grâce à elle, quand même, il y a beaucoup de chiens qui retrouvent un peu de confort dans leur vie, et des familles aussi, parce qu'avoir un chien hypothyroïdien, c'est très impactant. Oui, c'est hyper compliqué parce qu'on ne comprend pas, on ne trouve pas de solution. Et encore une fois, là, même une fois que Satie elle a été diagnostiquée et mise sous traitement, ça n'a rien arrangé. C'est hyper compliqué pour les familles, quoi. Il faut du temps, voilà. Il faut du temps et il faut un bon dosage. Et un bon accompagnement comportemental. Parce que si on met un bon dosage en place et qu'à côté, on est accompagné par quelqu'un en comportement qui n'est pas assez précis, assez juste, etc. Ou qui éduque les chiens avec les méthodes un peu à l'ancienne, là où on fait les brimer, les gronder, voilà. Clairement, ça peut pas marcher. Ils sont hyper sensibles à la base, donc voilà, ça va pas arranger les choses. C'est compliqué. C'est-à-dire que ces méthodes-là coercitives, elles fonctionnent pour éduquer les chiens si elles sont bien, entre guillemets, parce que pour moi on ne peut pas bien appliquer des choses qui vont mettre le chien en difficulté émotionnelle, soit par de la peur, soit même par de la douleur. Mais ça peut fonctionner pour arriver à l'objectif de diminuer un comportement ou d'augmenter un comportement. Ok. Sur un chien qui est complètement éclaté dans sa vie quotidienne, ses émotions, son tout ça, ajouter de l'inconfort, et ça marche souvent pas du tout. Et alors des fois, malheureusement, ces chiens-là, on les met dans des cases où il n'y a rien à faire. On met dans une case de autiste, sociopathe. En gros, on ferme la boîte et on dit terminé, il n'y a plus rien à faire. Et je pense que c'est très dommage parce qu'on ne donne pas la possibilité aux chiens de progresser. Et malheureusement, ça finit souvent par de l'euthanasie parce que les gens sont au bout du bout. Ils disent il est comme ça, on ne pourra jamais faire autre chose. D'où l'intérêt d'informer en fait. Oui, voilà, d'où le but de ce podcast en fait. C'est vraiment face à des propriétaires qui sont dépassés, qui ont essayé plein de choses, qui ne savent plus comment s'y prendre. Eh bien, sachez qu'il y a des solutions qui existent. Sûr. Il y a des gens très très compétents qui savent faire en toute douceur, en toute bienveillance, en toute compréhension et avancer pas à pas. C'est possible. Voilà, il y a des solutions, ça existe. Ouais, une fois qu'on a... Ne perdez pas espoir. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a compris... Parce que là, la grille dont je vous parlais qu'il fallait remplir, elle est un peu lourde, certes, mais une fois qu'on sait pourquoi on le fait, en fait, c'est confortable à faire parce qu'on voit des évolutions de comportement, on voit une issue. On voit la lumière au bout du tunnel. C'est ça. Et on comprend enfin les choses, en fait. Ah, mais c'est pour ça que mon chien, il a des taches rouges là. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. C'est pour ça que tout est éclairé. Et c'est vrai que le bouquin, le livre d'ailleurs, qui est vraiment très très bien rédigé et très clair, vraiment, il y a des témoignages de propriétaires, des histoires qui sont parfois, qui sont tellement surprenantes et qui ont finalement des explications qui sont scientifiques, qui sont avérées, rationnelles sur ces dysfonctionnements. Ça permet aussi, ça permet aussi d'être plus indulgent envers son chien. On s'agaçait parce qu'il écoute rien, parce qu'il apprend rien, parce qu'il est toujours excité, parce qu'il m'épuise, parce qu'il perd ses poils comme c'est pas possible. Et en fait, une fois qu'on comprend que c'est pathologique et que c'est pas de sa faute, on est beaucoup plus indulgent et du coup, on lâche un peu prise et c'est beaucoup plus supportable pour tout le monde. Et la sérénité peut enfin revenir parce qu'elle expliquait, c'est comme si on a un enfant qui a aussi un comportement surprenant et qu'en réalité, c'est expliqué. Bien sûr, on demande à un enfant TDAH d'être calme, c'est pas possible. On demande à un enfant autiste de se comporter socialement correctement et d'être poli et de pas dire ce qu'il a dans la tête parce que ça se dit pas. Pas sans filtre.
titre, voilà. Ouais, voilà, bah, c'est pas possible en fait. Quand c'est pathologique, c'est pathologique. Mais on peut, avec des outils, et pareil pour ces Simple, enfants-là. assez simple quand même, parce que la grille Hippolyte, voilà, c'est, Oui, la grille Hippolyte, c'est elle facile est d'accès. gratuite, Oui, elle est accessible à oui, tout le monde, c'est oui, un outil fantastique et oui, qui nécessite pas, enfin voilà, qui est oui, vraiment accessible au grand public. Et oui. Oui, par exemple, il y a aussi la digestion, comme disait Astrid, et les selles. Des croquettes adaptées. Des fois, le chien, il est bien, des fois, il est pas bien. Le transit est complètement perturbé et tout. Ça peut être ou le stress, ou la thyroïde aussi. Ça, c'est aussi un facteur dont on n'a pas trop parlé, mais qui peut aussi euh, euh, fait être partie un du panel, symptôme. hein. Ouais. Mm, La façon de consommer aussi, que ce soit l'eau, tu l'as dit, mais la nourriture, pareil, il y a des chiens qui vont très très peu manger, ou à l'inverse, il y a des chiens qui vont avoir des comportements type compulsifs, qui vont être complètement omnubilés par la bouffe et qu'il n'y a que ça qui existe dans leur vie. Ça peut aussi être un des symptômes de l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, elle est très compliquée à déceler parce qu'elle est ultra vaste. Et deux chiens hypothyroïdiens peuvent avoir zéro symptôme en commun. similaire. Ouais, c'est ça qui est difficile. Et tous sont pourtant bien provoqués par l'hypothyroïdie. Sur le ratio, c'est quelque chose que tu appréhendes régulièrement? T'as souvent des chiens où il y a une suspicion d'hypothyroïdie? Alors souvent non. Souvent non. Après, moi, j'ai la particularité de passer souvent après d'autres accompagnements. Oui, bah oui, Donc oui. en fait, ça fausse un peu le ratio. C'est-à-dire que une famille qui a déjà vu un, deux ou 7 ou trois même bien plus parfois, comportementalistes, quand ils arrivent jusqu'à moi, parce que moi je fais des accompagnements à distance aussi, donc là par exemple j'accompagne une famille en Suisse, une à Paris, deux en Espagne. Quand eux ils arrivent jusqu'à moi, c'est souvent qu'ils ont déjà vu du monde chez eux, et du coup ça fausse un peu le ratio. C'est-à-dire que moi potentiellement dans ma clientèle j'ai plus de chiens hypothyroïdiens que quelqu'un qui c'est fait pas de la forcément première intention, tu vois. représentatif de la population de chiens globalement. Et pour autant, j'en ai pas non plus tous les mois. Oui. Tu vois, là, le dernier hypothyroïdien que j'ai eu, c'était il y a peut-être 2 mois, tu vois. Et le précédent, c'était l'année dernière, je pense. D'accord. Mais bon, en tout cas, c'est important vraiment de garder ce focus-là Oui, en tête oui, au cas où, oui, en il faut effet, consulter. Il faut consulter quand on a un doute et pas s'enfermer à essayer parce que essayer quand c'est juste pas ah oui, possible, parce que c'est pas, non, c'est pas c'est pas réalisable possible. en fait, C'est pas hein, d'un point possible. de vue physiologique. Ouais, Donc, c'est pas possible. en tout cas. On voit aussi, pardon, des comportements d'excitation importants. Des chiens qui, par exemple, courent après les oiseaux en dégoupillant complètement et même en essayant d'apaiser le truc, de rééduquer, ça ne fonctionne pas. C'est une incapacité physiologique de. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup de choses à repérer. Mais c'est vrai que si vous avez le moindre doute, la grille Hippolyte, c'est déjà un bon début. Exactement. C'est vraiment facile d'accès. Et elle est bien faite. Docteur Dramar, elle a bien faite. Elle est très précise et elle donne une bonne idée de. Si par contre la grille Hippolyte vous dit il est très peu probable, c'est pas trop la peine d'aller embêter votre chien avec une prise de sang parce que c'est en l'occurrence quasiment sûr que c'est juste comportemental. Oui. Okay, là, du coup, il faut se faire Mais bon, accompagner c'est toujours par une information en fait de dire voilà, Oui, on enlève. c'est de la théorie Oui, d'exclusion quand en fait oui, on part de l'entonnoir, il y a cette oui, hypothèse là et puis bon oui, bah du coup et tant mieux oui, d'ailleurs hein, si le chien tout à fait. enfin Tout à voilà fait. s'il n'y a pas vraiment de Ouais, suspicion tant mieux. ouais, Donc c'est une information ouais, de se dire non voilà la base elle est pas là ouais. et tant mieux. Ouais. Là, il y a Tant mieux. quelques mois, j'ai demandé à une famille d'aller faire la grille Hippolyte, mais on était sur la 6e séance de pratique. Donc pour moi, c'était Oui, pas possible. Mais pour être sûr il y a quand même un truc qui me questionnait. Il s'est avéré qu'après, on a compris pourquoi. Mais j'ai quand même demandé d'aller remplir la grille. Et ils ont eu un score où il était très très peu probable que le chien soit hypothyroïdien. Et on est passé à autre chose. D'accord. Mais on a Et c'est vrai que l'avantage de vérifié cette ça. grille, du coup, ça permet de pas avoir d'investissement financier, si je peux dire aussi derrière. Oui, bien sûr. Donc c'est Oui. ni de prise de temps en termes de Et, vétérinaire, et etc. d'inconfort, etc. parce qu'une prise de sang pour un chien hypothyroïdien, Compliqué. c'est souvent très 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 Ouais, compliqué, ouais. parce qu'ils sont en difficulté sur les manipulations. En plus, Sur les changements d'environnement, tout. ouais, Donc le la prise de quotidien doit sang, être si elle est, routinier presque, ouais, si elle n'est tellement pas borné. nécessaire, faut pas le faire, quoi. Après, il y a des chiens hypothyroïdiens, moi Sati, j'ai aucun problème à l'amener chez le veto pour une prise de sang. Mon chien Ken, a aucun veto n'a jamais pu le toucher. Jamais, jamais, jamais. Je l'ai emmené chez le veto, j'ai la chance d'avoir un veto qui est très conciliant et qui me laissait, moi, sous couvert de lui, faire les manipulations et les soins.
Il devrait pas, hein, je vais pas dire son nom d'ailleurs, mais et je l'en remercie parce qu'en fait c'était pour le bien-être du chien qu'il l'a eu fait et parce qu'il faisait confiance aussi à mes gestes. Mais Aken n'a jamais pu être touché par un vétérinaire sans être sédaté. Donc vous Leur l'aurez éviter compris, ça. il y a pléthore de symptômes, de conséquences physiologiques, mais aussi comportementales. Donc si tout ce qui a été dit eh bien, résonne en vous et fait sens, n'hésitez pas à taper sur les moteurs de recherche assez connus le nom de la grille Hippolyte, hein, et ça vous permettra d'y voir plus clair. Et vous pouvez en effet eh bien, contacter cette fantastique vétérinaire qui fait un accompagnement des plus bienveillants et qui est à la pointe du sujet. Voilà, avec, Autant pour les chiens que pour les humains, tout à pardon. fait. Elle est attentive à la souffrance des humains qui vivent avec un chien hypothyroïdien. Et ce qui est vraiment important, C'est parce que là, voilà, indispensable. le mot souffrance n'est pas exagéré, Non, c'est pas c'est une exagéré. véritable réalité C'est- au sein aussi bien des animaux Oui, qui sont touchés par cette oui, problématique-là que des propriétaires, oui, en fait, hein, qui ont un peu tout essayé et oui. qui sont souvent face à des situations voilà, où ils en peuvent plus, quoi, Et clairement. des animaux qui vivent dans ce Dans groupe-là une aussi. souffrance, Parce ouais. qu'un chien qui vit avec un chien hypothyroïdien, c'est de la souffrance pour lui aussi, parce qu'il va ramasser tout, quoi. Enfin, c'est... Donc les dommages collatéraux, Oui, pardon pour la vulgarisation, pour le terme oui, vulgaire, mais sont c'est multiples. Ouais. ouais, Tout le c'est monde est touché, vraiment de la toute la famille, souffrance. à deux Ouais, ou quatre pattes. Hein. ouais, tous. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Avec Cécile. grand plaisir, merci à toi, Merci, Astrid. merci. Eh bien, nous vous disons. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter du coup Cécile. Avec Donc, il y plaisir. aura les liens. À bientôt. À Et n'hésitez bientôt. pas à vous abonner aussi, hein, car tout ceci nécessite de l'investissement. Ce sont des contenus gratuits. Donc, votre abonnement est indispensable. À très bientôt. Au revoir.